Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 10e webinaire du cycle vers de nouveaux équilibres socio-économiques qui s'intitule CAP 2030 vers l'ODD 12, numérique responsable en pratique. C'est un webinaire avec tous les accès que vous pouvez retrouver de la plateforme Trajectoire socio-économique qui a été lancée récemment avec notamment la JEBVA et le Rameau. Et on a Numérique en partenaire clé. Alors, deux mots rapides d'introduction sur ces modèles socio-économiques. Aujourd'hui, toutes les organisations s'interrogent finalement par rapport à des transformations systémiques et c'est aussi cette complexité croissante qui est incarnée par l'ODD 17 des partenariats dans l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. En France, 15 ans de recherche empirique ont permis de capitaliser une connaissance partagée. Et il y a un peu plus d'un an, l'étude d'impact de l'ODD 17 a qualifié, mesuré et illustré les effets du Faire Alliance sur tous les modèles d'acteurs. Et depuis 2020, la JEBVA et le Rameau copilotent un programme sur les modèles socio-économiques dans lequel s'inscrivent ces webinaires, donc cheminement collectif pour partager les connaissances. En 2023, notre cycle s'intitule CAP 2030 vers de nouveaux équilibres socio-économiques pour finalement valoriser des expériences qui incarnent une diversité de pratiques collectives pour réussir cet horizon commun qu'est l'agenda 2030 de l'ONU. Et ce webinaire donc, aura une focale sur le numérique responsable en partenariat avec Numérique pour agir ensemble sur ces enjeux de l'ODD 12. Et on est ravis d'accueillir et d'avoir également en intervenant Sémaphore, l'IGN et l'Institut Mines Télécom, plutôt la chaire Économie des communs des biens de données. Donc, bienvenue à bord pour cette dernière escale. Et sans plus attendre, la feuille de route en 4 grands temps, numérique et territoire, suivi de la boussole du numérique responsable, un temps de présentation d'actualité des outils et le rendez-vous pour 2024. Sans plus attendre, Charles Benoît, ravi que vous puissiez nous présenter finalement ce lancement autour d'une question un peu insolite, numérique et ingénierie de proximité, un mariage de raison. Merci beaucoup Yann, bonjour à toutes et à tous. Alors ceux qui suivent ces webinaires ont l'habitude que dans notre démarche empirique, nous retracions à la fois de relire un peu notre histoire commune, qu'est-ce qui nous permet de répondre aujourd'hui à cette question sur les liens entre le numérique et les territoires, de les relier à nos enjeux actuels et puis de nous poser la question de que devons-nous réinventer ensemble. Alors, avant que nous allions dans ces 3 R, relier, relire et réinventer, reposons ce que nous avions déjà évoqué ensemble lors des webinaires du 20 mai 2020 et du 20 janvier 2022, où nous avions explicité pourquoi est-ce que la place du numérique est tellement particulier dans nos travaux de recherche. Parce qu'ils impactent finalement les 3 dimensions de l'activation d'intérêt général, à la fois dans la gestion, dans l'action et dans la vision. Alors dans la gestion, bien évidemment, il s'agit de toute la question des usages et on peut notamment souligner comment le numérique est un outil de déploiement extrêmement efficace. Et pour ne donner qu'un exemple, donnons la plateforme Trajectoire socio-économique que nous avons lancée avec la ministre Prisca Thévenot lors du dernier Forum national des associations et des fondations. Plus de 15 ans de partage de pratiques et de nouveaux modèles qui peuvent être ainsi très largement déployés. Le deuxième levier du numérique est vraiment cette capacité d'action en réinventant finalement notre capacité à construire des réponses concrètes face à nos défis d'aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque nous avions en 2016 fait une étude auprès du secteur associatif d'intérêt général pour regarder finalement ce qu'ils avaient comme vision entre innovation sociétale et innovation technologique. Ceux qui se souviennent du livre blanc qui a été publié en 2017 se souviennent que finalement les associations de terrain disaient mais on ne peut pas opposer les deux. On a à la fois besoin de ces solutions de proximité qui émergent grâce à l'intérêt général et on a besoin de s'appuyer sur des technologies pour finalement démultiplier
la capacité à répondre à nos fragilités. Donc, on n'opposait pas déjà à l'époque cette question entre innovation sociale et innovation technologique. C'est finalement une cohérence d'ensemble qui est importante. Et puis, le troisième point, bien évidemment, c'est sur notre façon même de vivre ensemble, la vision que nous pouvons avoir de la transformation, de notre transformation, qu'elle soit individuelle ou collective, et cette notion du lien commun, que ce soit dans le livre Bien commun vers la fin des arrogances, qui a été publié en 2016, dans lequel, par exemple, Cédric Villani nous avait indiqué quel était le chiffre du bien commun, le 21, puisque c'est l'alliance entre la sagesse, le 7 et le 3 à l'équilibre, et cette capacité démultiplicatrice, pour ceux qui se souviennent pas de cette équation qui permettait de résoudre comment on fait que 1 plus 1 égale 3, je vous invite à relire ce livre de 2016. Et puis plus récemment, bien évidemment, le livre qui a été publié le 5 octobre dernier, Commun, discours de la méthode, pour expliquer comment, face à nos défis de transformation, nous sommes en train d'inventer les solutions du XXIe siècle. Eh bien, on voit bien la place déterminante du numérique. Donc, c'est un outil tout à fait spécifique et qui, aux côtés du droit, autre outil spécifique, et de la finance, finalement impacte structurellement ces trois leviers d'activation de l'intérêt général. Alors, il est intéressant dans ce cadre-là de se retracer quelles sont les racines de la recherche empirique qui nous ont permis d'arriver à ces conclusions. Trois objectifs, d'abord de comprendre, et c'est de 2008, où les études ont pu être faites pour comprendre quelle était la place du numérique dans nos vies. Je rappelle, 2008, c'est la naissance de Facebook, donc on n'a pas du tout les réseaux sociaux comme on les connaît aujourd'hui, et dès ce moment-là, on commence à avoir des études qui vont se succéder tout au long de nos travaux de recherche depuis 18 ans, pour pouvoir vraiment comprendre quelle est la place spécifique de cet outil dans nos vies. Et je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas cette mémoire, que la première étude par laquelle nous commençons, notamment avec l'association Fréquence École, le ministère de la Famille, la Fondation pour l'Enfance et Mitsubishi Electric, c'est cette question en 2008, comment l'usage du numérique va impacter l'éducation de nos enfants. Vous voyez à quel point, finalement, il était important de garder mémoire des questions que nous nous posions à l'époque, puisque bien évidemment, il est intéressant de relire aujourd'hui cette étude de Fréquence École qui est plus que jamais d'actualité. Deuxième levier, finalement, pour relire notre histoire commune, c'est comment on co-construit à partir de cette évolution, de cette émergence à partir de la fin des années 2000, comment on co-construit collectivement une capacité à se saisir de cet outil numérique pour l'intérêt général. Ça a été d'abord le think tank Web 2.0 et associations, ça a été l'émergence de résolutions numériques, puis des points d'appui numériques associatifs, ça a été bien évidemment le lancement de l'espace Alliances et Territoires dans le cadre de la mission ministérielle sur l'accélération des alliances stratégiques au plus près des territoires. Et puis, plus récemment, ça a été l'émergence d'un back-office commun à travers la plateforme ODD17.org. Toute cette capacité à construire ensemble, grâce à cette transformation digitale, des communs qui servent l'intérêt général. Et puis, eh bien, troisième angle très important dès 2015 a été de se dire comment on peut investir, nous, laboratoires de recherche empirique, sur des projets, sur des dynamiques qui servent l'intérêt général. Ça a été bien évidemment l'émergence de Solidatech dans les ateliers du bocage numérique. Ça a été l'émergence du dispositif Yes pour pouvoir rendre plus lisible et visible l'ensemble des modèles de financement et des modes de financement pour les acteurs d'intérêt général. Ça a été bien sûr Silvergeek, né de Agir Ensemble en territoire en Poitou-Charentes, qui est aujourd'hui un outil pour lutter contre la fracture numérique des seniors grâce à l'engagement des jeunes en service civique. Et puis, bien évidemment, depuis 2017, quelle ne fut pas notre joie d'accompagner la création et le développement de numérique dont nous aurons largement l'occasion de parler. Comment est-ce que ces données deviennent un commun et comment on construit finalement un commun entre l'open source et la donnée privée. Ça, c'est un vrai sujet stratégique
dont nous sommes très fiers depuis 2007 d'être membre cofondateur de cette dynamique. Pour ceux qui seraient intéressés, vous avez un centre de ressources numériques qui capitalise depuis 2008 tout ce cheminement-là, parce qu'il est intéressant de se rappeler finalement que tout ça n'est pas si ancien que cela. 15 ans, ce n'est rien dans l'histoire d'une transformation systémique, et donc il est très intéressant de regarder à quelle rapidité les choses se font, et c'est peut-être ça dont on peut avoir conscience et confiance, c'est cette capacité, ça va beaucoup plus rapidement que nous ne le pensons. La transformation systémique est déjà à l'œuvre, même si nous n'avons pas la capacité encore d'en voir toutes les conséquences. Alors, face à cela, comment est-ce que cette relecture de notre cheminement commun nous invite à le relier aux enjeux d'aujourd'hui? Eh bien, vous savez que au dernier anniversaire de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable, le 25 septembre dernier, et plus encore lors du forum de haut niveau de juillet, la question de la territorialisation des objectifs de développement durable a été au cœur du sujet. Nous ne transformerons pas notre monde, nous ne réussirons pas les transitions simplement par des lois, des normes et des investissements. Il est bien évident qu'il faut réinventer les solutions très concrètement en proximité sur les territoires, et le cahier de recherche ODD 17 économie et territoire, dont vous parlera un peu plus tardivement Élodie Julien dans le cours de ce webinaire, est au cœur de cette question-là. Bien évidemment, de la même façon qu'on a pu guérir grâce à la pénicilline une fois que Fleming l'avait inventé dans l'éprouvettes, eh bien, nous ne pouvons avoir des solutions déployées, non pas à coup de changement de loi ou de millions, mais bien évidemment au cours de solutions très concrètes. Et l'expérience de la Covid nous a bien montré cette réalité-là, puisque ce n'est pas par les milliards qui ont été mis sur la table pour avoir un vaccin que nous avons pu avoir une solution, c'est parce que grâce à l'AFM Téléthon notamment, grâce aux 2 milliards levés avec le Téléthon depuis la création, eh bien la recherche elle est pu avancer, puisqu'il faut déjà inventer des solutions avant de pouvoir les déployer. Et dans ce cadre-là, les territoires jouent un rôle absolument déterminant, et lors du Salon des maires a été rappelé les 4 leviers d'activation finalement de cette innovation territoriale, de cette capacité à inventer en proximité les solutions qui nous concernent tous. Il s'agit bien évidemment de prendre conscience de la valeur de cette connaissance empirique. Parce que oui, pour que Sanofi puisse développer à grande échelle la pénicilline, encore faut-il qu'on ait pris conscience de la valeur de ce que fait Fleming. Encore faut-il que Fleming garde mémoire du chemin empirique qui lui a permis de créer ce principe actif qu'est la pénicilline. C'est bien dans cette capacité de capitalisation de la connaissance empirique sur les territoires face à nos fragilités que le premier levier se trouve. Le deuxième, bien évidemment, c'est de pouvoir transformer cette connaissance empirique en compétences transversales, en compétences stratégiques. Et là, tous les travaux menés, par exemple, avec la chaire interaction d'AgroParisTech sur comment est-ce que justement on va se nourrir de cette innovation territoriale pour la transformer dans des compétences durables, tout le lien que nous avons avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, pour savoir comment cette compétence se traduit en savoir, est bien évidemment le deuxième élément absolument indispensable, parce que si nous avons des connaissances que nous ne savons pas transformer en compétences, nous serons incapables de les activer, même si elles existent. Le troisième levier, et vous savez qu'il n'est pas anodin, c'est bien évidemment cette capacité d'investir dans cette innovation territoriale, d'investir dans cette ingénierie d'alliance, d'investir dans cette ingénierie du premier kilomètre de besoin. Et ça, le fonds ODD 17 a largement démontré dans son expérimentation 2020-2022 l'effet de levier, le fait que finalement investir dans cette ingénierie du premier kilomètre des besoins, comprendre ce qui se passe, n'est pas une dépense, loin de là, c'est un investissement extrêmement rentable, et je vous invite à réécouter le podcast qui vient d'être publié dans le Comment vas-tu bien ma planète par le chroniqueur Patrick Longchamp, passionnant podcast sur pourquoi il nous faut investir dans nos territoires aujourd'hui. Et le dernier, last but not least, comme le disent nos amis anglais, c'est cette capacité finalement du numérique à venir finalement accélérer nos transitions. Et finalement, vous savez que dans les travaux de recherche empirique que nous partageons depuis maintenant 2020 à travers ces webinaires mensuels,
Eh bien, les liens et les lieux sont les éléments déterminants. Que ce soit les liens pour pouvoir avoir justement cette capacité à passer de l'action de chacun à l'interaction entre tous, et que ce soit des lieux pour être en capacité finalement d'inventer cette transformation. Mais ces lieux, ne nous trompons pas, ils sont à la fois en proximité et à la fois numériques. Et c'est là où ça devient très intéressant de ne surtout pas opposer finalement cette compétence, cette capacité numérique à la proximité, mais au contraire, d'inventer les moyens efficaces pour être en capacité de les articuler. Parce que c'est bien dans ce numérique, au plus près de la compréhension de l'innovation que nous sommes en train d'inventer sur nos territoires, que se trouve la capacité à répondre dans les 7 ans à venir à l'agenda 2030 et à faire en sorte que le rêve qu'ont fait les 193 pays des Nations Unies en 2015 lorsqu'ils ont posé ce rêve fou qu'en 15 ans, nous serions capables d'avoir une transformation systémique pour un 21e siècle plus solidaire, fraternel et durable, eh bien, c'est par le territoire aujourd'hui et sans doute par une articulation entre proximité et numérique que se trouve la solution. Alors, que faut-il réinventer? Eh bien, nous n'avions pas l'audace de pouvoir répondre à cette question tout seul. Vous savez, vous connaissez bien, puisque le Rameau a pu, à travers les webinaires de 2020 et 2022, donner déjà ses convictions. Nous avons été échangés avec notre ami et fidèle partenaire de longue date, Cédric Villani, pour pouvoir avoir sa vision de comment cette intelligence artificielle dont nous parlons tous aujourd'hui, qui vient percuter tous ces modèles, comment ça devient un outil finalement très concret pour la transformation territoriale, pour notre capacité à réussir la transformation systémique, à faire le pari de la confiance. Je rappelle que Cédric Villani, grand mathématicien, MEDAFIS 2010, a été l'auteur du rapport ministériel donné du sens à l'intelligence artificielle en France et en Europe en 2018. C'est pour ça qu'il était le plus légitime pour nous poser la question, à qui on pouvait poser la question, le jeudi de l'OD17 lui a posé la question, finalement, comment mettre l'intelligence artificielle au service de l'OD17? Écoutons-le. Bonjour et bienvenue au 15e live des jeudis de l'OD17. Le thème du mois est consacré à l'impact du numérique sur nos défis communs. À cette occasion, c'est un immense plaisir de pouvoir accueillir le mathématicien Cédric Villani, rapporteur en 2018 d'un rapport ministériel sur l'intelligence artificielle. Bonjour Cédric Villani. Bonjour Charles Benoît Etric. L'intelligence artificielle est aujourd'hui en plein débat. C'est à la fois une forme magnifique pour pouvoir réinventer l'ensemble de nos modèles, mais aussi source d'inquiétude sur les chemins et les conséquences à venir. Cédric Villani, vous qui avez tant travaillé sur ce sujet, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Personne ne sait. Et je dis ça, c'est à moitié une boutade. Il n'y a pas de bonne définition, n'en cherchez pas. L'intelligence artificielle, c'est n'importe quel algorithme, procédure automatisée qui permet d'accomplir des tâches qu'on aurait cru réservées aux humains et qui engendre le buzz, si vous me permettez l'anglicisme. Il n'y a vraiment pas de bonne définition, il y a plein de choses que vous faites routinièrement, sans y penser, qu'on aurait sans problème considéré comme de l'intelligence artificielle il y a quelques décennies. C'est la fonction, le simple fait de, je sais pas, de lire votre fil de messages sur LinkedIn ou sur X, le simple fait de chercher votre itinéraire avec Waze, le simple fait de chercher une information dans une barre de recherche d'un moteur Bing, Google, DuckDuckGo ou ce que vous voulez, tout ça, on peut dire que c'est l'IA. Mais ce qui fait le buzz, ce qui inquiète, c'est pas ça. Ce qui inquiète le buzz, ce qui inquiète dans l'IA, c'est cette faculté très impressionnante des grands modèles de langage à vous engendrer des discours, des lettres de recommandation ou des synthèses de rapports, et qui nous ferait presque imaginer l'espace d'un instant qu'il y a une conscience derrière, qui analyse et qui comprend de quoi il s'agit. Mais la grande leçon de ces 20 dernières années de l'intelligence artificielle, au moins
au moins depuis 11 ans, quand il y a eu le grand boom des réseaux de neurones qui sont revenus, c'est qu'on peut faire plein de tâches subtiles, sophistiquées, dont nous sommes très fiers, avec zéro intelligence. Alors pourquoi peut-on dire aujourd'hui, avec certitude, que tous nos modèles, toutes les organisations publiques et privées vont voir radicalement transformer leurs modèles à l'aune de l'intelligence artificielle? Alors, tout transformé, oui, directement ou indirectement, et plus ou moins impacté en fonction de la dose au sein de cette organisation d'informations qu'elle utilise. Par exemple, si le boulot, c'est l'organisation qui vous intéresse, c'est celle d'un chantier de construction dans le bâtiment, pour les personnes sur le chantier, guerre de changement. C'est pas de l'information, c'est plutôt c'est du brut, c'est du physique, c'est du matériel, et ça ne changera guère, avec des grands enjeux qui s'expriment en physique, en gros flux économiques, qui ne vont a priori guère être impactés. En revanche, la conception d'un immeuble, le fait de dire on va placer les bâtiments plutôt comme ceci ou comme cela, les études assistées par algorithmes, tout ça va être modifié par la génération d'algorithmes qui arrivent. Je prends un autre exemple. Si vous travaillez dans le domaine des news, des nouvelles, si votre boulot c'est de faire chaque matin des synthèses, des fils d'articles qui paraissent sur AFP ou autres pour aller nourrir la rédaction de votre revue spécialisée, par exemple une agence de nouvelles qui contracte avec telle ou telle entreprise, là vous êtes très très attaqué dans votre modèle parce que ce travail de synthèse consiste à récupérer de l'information et l'organiser, les intelligences artificielles sont extrêmement fortes pour le faire, de façon extrêmement rapide, plutôt fiable et souvent impressionnante de synthèse. Donc là, il y a quelque chose qui est entièrement chamboulé. Troisième exemple, vous êtes médecin. Et si vous êtes médecin et que votre boulot, c'est d'évaluer des images médicales, radiologue, vous voulez concevoir la thérapie, le diagnostic puis la thérapie, là, vous êtes chamboulé. Parce qu'aujourd'hui, les algorithmes diagnostiques sont meilleurs statistiquement que les meilleurs humains pour un certain nombre d'affections. En particulier pour ce qui était emblématique à un moment, le cancer du sein, qui est notoirement difficile à reconnaître, les meilleurs IA font mieux que les meilleurs humains là-dessus. Donc vous êtes extrêmement bousculé et vous comprenez que dans vos compétences, alors je ne crois pas à la disparition du métier de radiologue parce qu'on a besoin de cette architecture humaine pour intégrer à l'architecture humaine de l'hôpital, quelqu'un qui donne des informations aux autres, mais aussi quelqu'un qui se renseigne, mais vous voyez que il faudra inclure dans vos compétences le fait de se tenir au courant de quels sont les logiciels intéressants, quels sont les fiables et les non fiables, conseiller la politique d'achat de votre hôpital pour en faire partie, bref, ça va être un chamboulement. Maintenant, si, toujours dans le domaine de la médecine, vous êtes aide-soignant, pas grand-chose qui va se passer pour vous. C'est toujours le même métier qui est là. Sauf peut-être que l'IA, c'est toujours possible, vous donne des suggestions de messages de soutien. On sait bien combien pour un aide-soignant, c'est une fonction physique, mais aussi une fonction psychologique. Les paroles que vous prononcez, la façon dont vous abordez le sujet avec tel ou tel, avec les malades, les patients, c'est important. Et là, il se peut très bien que l'IA, se basant sur ce qui se fait sur le web, sur les conseils de tel ou tel, sur tout un corpus, vous fasse des suggestions pertinentes. Ce n'est pas du tout exclu. Dans le cadre de l'agenda 2030, des objectifs de développement durable que les 193 pays ont signé à l'unanimité en 2015, pour nous donner un cap et un cadre face à ces défis de transformation, le 17e objectif est particulièrement sur celui comment inventer ensemble ce qu'aucun ne peut faire seul. En quoi, finalement, dans ces coopérations innovantes, l'intelligence artificielle et peut-être plus largement l'ensemble des outils numériques peuvent nous aider et aider très concrètement les acteurs, alliances, actions d'intérêt général et peut-être au cœur de nos territoires, dans proximité. Comment est-ce que cet outil, la puissance de cet outil, peut nous aider à réinventer ensemble, localement, des solutions? Non, on est la perche.
c'est une bonne pratique de ne pas chercher à distinguer le numérique de l'IA. C'est tellement imbriqué, la frontière, même ça n'a pas de sens. Donc effectivement, ce sont les outils numériques qu'il faut considérer. Ces outils algorithmiques avec leur très grande rapidité de traitement, leur flexibilité, le fait qu'ils peuvent s'adapter à tout pourvu qu'ils aient un corpus d'informations, de données, quelque chose, une information qui puisse mâcher, transformer. Ensuite, la première chose notable à dire sur cette question de la coopération entre les acteurs, c'est que l'intelligence artificielle, c'est par nature interdisciplinaire. Comme il s'agit de reproduire des tâches ou de les améliorer, vous avez dans son développement, dans le développement de l'IA ou dans son application, une coopération qui est forcée de se mettre en œuvre entre les experts de cette tâche et les experts de l'algorithme. Un algorithme qui apprend tout seul à faire la tâche, que ce soit un diagnostic médical ou un outil qui va aider, je ne sais pas, les agriculteurs à déterminer les bonnes espèces de champignons mycorhiziens qui vont venir en symbiose avec leur plantation ou quel est le meilleur moment pour moissonner. Des exemples qui sont vraiment mis en œuvre en ce moment. C'est la coopération entre les spécialistes de ce sujet et les algorithmiciens et les spécialistes de programmation. Par exemple, avec une banque d'exemples qui sera soumise. Ce sera le boulot des experts de dire voilà une banque d'exemples qui est honnête, pertinente, non biaisée, qui peut servir de base à entraîner votre algorithme d'intelligence artificielle. Ça peut être au niveau de la boucle de mise au point, avec un expert qui va examiner les productions de l'IA et dire au fur et à mesure, ça c'est complètement délirant comme réponse, ça c'est pas mal, là il progresse, etc. Notre ChatGPT, celui qui a fait couler tant d'encre, a été supervisé par des humains dans sa finalisation. Si on regarde le nombre d'heures de calcul humain par rapport au nombre d'heures totales de calcul machine, c'est dérisoire la partie humaine. L'échelle humaine, c'est quand même beaucoup. Parenthèse, ce sont des milliers d'heures passées par des travailleurs au Kenya travaillant pour 2 $ de l'heure, autant dire c'est de l'esclavage. À avoir en tête aussi la mise au point d'une IA éthique de bout en bout est aussi un objectif de développement durable important. Et ce n'est pas que dans les impacts physiques que ça se passe, c'est aussi cette chaîne dans laquelle il y a encore des relents coloniaux ici et là, d'exploitation ici et là, et ainsi de suite. Mais en tout cas, je reviens sur cette question du partage de compétences qui est indispensable pour la construction de bons outils. Ça peut être aussi des mises en confiance des institutions. Si votre sujet, c'est la mise en œuvre de l'offre, par exemple l'offre de santé dans un territoire, on va avoir besoin de visionner à la fois l'offre algorithmique, mais aussi les ressources humaines, quels sont les médecins de villes qui sont implantés là, ou de campagne, quels sont les centres hospitaliers, quelles sont les maisons de garde, quelles sont les maisons médicalisées, quelle rotation là-dedans. Vous allez vouloir avoir un algorithme qui gère bien l'organisation des emplois du temps, qui se met à disposition pour faire des diagnostics, ou qui aide à déterminer statistiquement s'il y a tel ou tel signal qui fait qu'il y a une alerte à donner, à faire remonter l'autorité de santé. Tout ça, ça se fait dans le déploiement d'équipes interdisciplinaires. Et les projets dans bien des cas, les projets très staffés algorithmiquement, mais qui ne tiennent pas compte de cette dimension interdisciplinaire, ils s'écroulent, juste lamentablement, y compris les plus grands. Donc cette nature de l'intelligence artificielle oblige à cette coopération interdisciplinaire et à des liens de confiance qui s'établissent entre les différents acteurs. C'est peut-être l'ingrédient principal. Merci beaucoup, Cédric Guenani. Alors, peut-être un dernier mot, juste un mot. Si vous aviez justement le mot à retenir pour faire le pari de la confiance dans cette capacité à l'intelligence artificielle, au numérique, finalement de nous aider à réinventer demain, quel serait ce mot? D'abord, l'intelligence artificielle, il faut le voir de façon dédramatisée, pas naïve, parce que c'est utilisé pour faire le mal par bien des intérêts puissants dans le monde, déjà, la manipulation, les cyberattaques, des escroqueries, du trafic, tout ce que vous voulez. Pas naïf parce que ça participe au débat d'opinion et à faire monter le climato-scepticisme et tout ce que vous voulez. Pas naïf parce que derrière, il y a des grandes industries aussi qui tirent leur épingle du jeu. Mais pourtant,
le regarder comme quelque chose qui sont des opportunités intéressantes pour vos projets. Vous désengager de l'affaire en disant c'est un projet qui est trop brûlant, un sujet qui est trop brûlant, je vais le laisser aux autres. C'est le pire, ça veut dire que vous laissez vos ennemis, ou en tout cas ceux qui travaillent à un monde différent de celui que vous avez en tête, se perfectionner, se renforcer grâce à des outils. Donc il faut résolument vous en emparer et voir aussi tout ce qu'il a de passionnant comme sujet. Précisément dans la façon des procédures, la façon dont l'IA interroge tous nos secteurs, toute notre organisation, politique, juridique, les compétences métiers et ainsi de suite. C'est comme j'étais en 2018 le rapporteur de ce rapport qui avait été commandé par le gouvernement et à l'origine de la stratégie nationale d'intelligence artificielle, j'ai été ces derniers temps très sollicité. Tous les jours, on demande plein de formations, plein d'exposés, de conférences. Et dans un contexte qui est a priori anxiogène et où en plus les grands acteurs s'amusent à faire monter le niveau d'angoisse, des fous comme Elon Musk ou comme les scientifiques en chef de OpenAI ou d'autres vous disent l'intelligence artificielle générale qui est un danger pour l'humanité, qui va nous asservir, etc., et qui font ça, je suis convaincu, de façon très cynique pour augmenter la quantité d'aura médiatique qu'ils ont, pour avoir le buzz, pour attirer les capitaux. Donc sur ce sujet anxiogène, quand on arrive, qu'on discute, qu'on va dans les recoins, qu'on montre des exemples, qu'on met les gens en contact avec des programmeurs, la réaction presque universelle, c'est finalement ce sujet est très intéressant. Y compris des gens qui étaient très rétifs ce sujet. Après quelques heures de discussion, ils disent ce sujet est passionnant. Et c'est vraiment le fait de s'en emparer, pragmatiquement, en trouvant les personnes. Là où on peut rester pendant des mois et des années à discuter, dangereux, pas dangereux, espoir, pas espoir, on se met dedans et qu'on discute de projets, qu'on voit comment les projets se mettent en avant. Là, c'est quelque chose dont on peut s'emparer, conjurer son angoisse et développer. C'est un développement pragmatique, l'intelligence artificielle. D'ailleurs, expérimentation était l'un des 3 mots-clés que j'avais choisi en 2018 pour résumer le rapport. Expérimentation, partage de confiance, partage de données, partage de compétences, fond de l'ODD 17. Et j'avais insisté sur la souveraineté. On veut faire de ça aussi politiquement, sujet dont la France, dont l'Europe doit s'emparer, mais dont l'humain doit rester maître et possesseur, y compris par définition, en imposant que la ligne politique, la maîtrise, qu'elle reste à la société. Expérimentation, partage et souveraineté, voilà 3 bonnes nouvelles pour cette fin d'année. Merci beaucoup Cédric Villani d'avoir été avec nous pour ce 15e live des jeudis de l'ODD 17. Nous nous donnons rendez-vous en janvier avec Camille Roger, la chef de projet du programme Jeunes et Territoires 2050, afin d'aborder ensemble comment les jeunes deviennent aujourd'hui et sont plus que jamais au cœur de notre capacité de transformation et au service de l'innovation territoriale. Très belle fête de fin d'année à tous et n'oubliez pas, sur la plateforme odd17.org, vous pouvez retrouver toutes les informations, les données, les outils, les compétences pour agir ensemble dès aujourd'hui au service de notre bien commun. Très belle fête à vous. Voilà l'interview que ceux qui ont suivi l'interview mensuelle des jeudis de l'ODD 17 ont pu entendre aujourd'hui à 12h. Il y avait une question, cette interview a été enregistrée il y a une dizaine de jours avec Cédric Villani, voyant effectivement toute l'importance que la question de l'intelligence artificielle relevait aujourd'hui. Comme l'indique le mathématicien, sujet à la fois anxiogène et passionnant sur lequel il ne faut pas être naïf. Et au-delà de cette interview, au-delà de ce
de l'enregistrement de ce webinaire. Nous vous invitons à découvrir dans le jeudi de l'ODD 17 d'aujourd'hui même le 60e bulletin de veille et d'analyse de l'innovation sociétale, dans lequel à la fois Francis Jutan et Caroline Alazard nous aident à décrypter cet sujet-là. Mais avant de lire ce dossier spécial du 60e bulletin de veille et d'analyse, peut-être le mieux est-il de les entendre. Merci beaucoup, Charles Benoît. Alors, parfaite transition pour introduire à tous, effectivement, après cette prise de hauteur, un croisement de regards et d'expertise. Pour ouvrir ce temps d'échange, Caroline Alazard pour Numérique va nous éclairer avec le focus de la vision systémique d'une innovation, reprenant l'un des mots-clés, le partage de données évoqué par Cédric Villani. Céline Fèvre, du cabinet Sémaphore, va mettre en exergue les impacts finalement de transformation du service public et des territoires avec la numérique responsable. Emmanuel Roux de l'IGN va mettre en lumière un exemple applicatif avec le jumeau numérique qui renverra également une notion de souveraineté, sans doute pour la France, puisque c'est un exemple national. Et Francis Jutan, personnalité de la chaire économie circulaire des données de l'Institut Mines Télécom, va nous partager ses enjeux et son expertise finalement en croisant cette thématique du numérique responsable avec les travaux de la recherche. Et chacun d'entre eux, finalement, va contribuer à répondre à une grande question: comment le numérique impacte tous les modèles et tous les équilibres socio-économiques? Peut-il être responsable? Vaste question, chère Caroline, que je vous propose d'ouvrir. Bonjour à tous. Donc, Caroline Alazard, je suis la cofondatrice de la société Numérique. Nous sommes une société de conseil créée en 2019 et nous accompagnons les organisations dans la mise en commun de données. Alors, parmi les fondamentaux de notre société, nous sommes convaincus que pour répondre au basculement énergétique, climatique, mais aussi écologique, il faut inventer de nouveaux modèles économiques. Or, nous sommes entrés dans une économie data-driven. Et donc, la mission que nous nous sommes fixée, c'est dans cette économie data-driven de pouvoir contribuer via le partage de données à une économie de l'action collective. Alors, comment? En activant l'intelligence collective des données pour prendre de meilleures décisions, pour innover et pour engager des actions transformatrices. Je dirais que le mot transformation est très très important fait partie véritablement des gènes de notre société. Alors, on a 4 domaines d'intervention. Nous travaillons sur les stratégies de données et d'IA. Effectivement, comme l'a souligné Cédric Villani, on voit bien, on constate tous les jours qu'il est très très important de croiser métier et data dans une démarche pluridisciplinaire, parce que finalement, la question de la donnée et du partage des données, ça ne doit pas être une question uniquement technique et dédiée aux informaticiens. Même si, bien sûr, pour ceux qui nous écoutent, ils sont absolument indispensables dans la boucle, mais il faut aussi dialoguer avec les métiers de façon à pouvoir bien répondre à leurs besoins. Le deuxième axe d'intervention, c'est la question de l'intérêt commun de la communauté qui décide de partager de la donnée. Et cet intérêt commun, il doit être créateur de nouvelles valeurs, pour ensuite créer effectivement des services de données et d'IA qui soient responsables, en appliquant les principes du numérique responsable tels que nous, côté numérique, nous le voyons, et on aura l'occasion dans quelques minutes de vous présenter notre approche. Et enfin, bien sûr, on intervient sur les questions de gouvernance, puisqu'on accompagne ces communautés dans la définition du modèle qui va être adapté à l'intérêt commun. Donc, je dirais, il y a autant de modèles de communs de données qu'il y a presque de communautés et de besoins. Et c'est tout l'intérêt, effectivement, du modèle. Alors, aujourd'hui, donc notre question, c'est le numérique responsable. Donc, je vous propose qu'on reparte, en fait, de la définition
qui est communément admise aujourd'hui, en reprenant celle de l'Institut du numérique responsable, on voit bien que c'est très centré sur la réduction, sur la diminution des impacts, et également sur l'optimisation du système. Alors, c'est vrai que l'impact environnemental et social du numérique est très préoccupant. Et en ce qui concerne l'impact environnemental, ce qui est préoccupant, c'est sa croissance exponentielle. On a une croissance exponentielle des données échangées qui vont nourrir la croissance des infrastructures. Et on a aussi un multi-équipement qui ne faiblit pas. Donc, tout ça, effectivement, c'est un fait. C'est un fait qui est mis en exergue aujourd'hui par la définition du numérique responsable. Il n'en demeure pas moins que aujourd'hui, il y a le risque d'une injonction contradictoire, parce qu'à partir du moment où on appelle à la sobriété des usages en la faisant porter sur le maillon individuel, on ne tient pas compte en fait du système dans lequel ces usages évoluent. C'est le schéma qui est à gauche pour vous montrer en fait qu'il y a des nouvelles technologies qui arrivent, qui vont créer des effets d'offre et des effets d'usage, qui finalement vont augmenter les usages en créant plus d'impacts énergétiques et environnementaux. Alors pour prendre un exemple très concret, avec ChatGPT, a un rythme d'adoption qu'on n'a jamais vu, y compris avec des Netflix, avec des Facebook, etc. Donc ce rythme d'adoption extrêmement rapide génère une hausse très très forte des utilisateurs. Vraisemblablement, si cette hausse se confirme, il va falloir adapter les infrastructures et on voit bien aussi que l'initiative d'OpenAI génère chez ses concurrents une accélération de leurs efforts d'innovation pour justement rester dans la course. Donc la boucle, on est dans une rétroaction positive, c'est-à-dire que le plus entraîne le plus, et effectivement à un moment, il y a le risque de l'explosion entre guillemets. Donc quand on appelle à la sobriété individuelle dans un tel système, effectivement il y a quelque chose qui n'est pas cohérent et il y a ce risque, pour être gentil, d'une injonction contradictoire. Donc de notre point de vue, il y a un impensé, donc je veux bien la slide suivante, merci. Il y a un impensé en fait quand on parle de numérique responsable, c'est que on nous demande, nous usagers, qu'on soit dans nos organisations ou à titre individuel, on nous demande d'être responsable sans responsabilité. C'est-à-dire qu'en tant qu'usager, on doit réparer des dommages que l'on crée, on doit rendre compte. Et c'est ce que je dis à mes étudiants dans le cours de numérique responsable. C'est aussi un petit volet de mes activités de transmettre. C'est qu'il y a un risque à terme d'une norme institutionnalisée, c'est-à-dire qu'à un moment, de toute façon, si on se retrouve face à un mur, il y a un vrai risque que des quotas soient mis en place ou des rationnements. Donc, il y a un impensé face à une problématique qui est véritablement systémique. Donc c'est pour ça que chez Numérique, on a pris ce sujet du numérique responsable dès notre création. Ça fait partie de nos gènes. Et on est arrivé à la conclusion qu'il faut élargir la vision du numérique responsable. Et on propose aujourd'hui une définition. Alors, je dis on propose parce qu'il n'y a pas de définition stabilisée du numérique responsable. Il y a des tentatives de définition. Donc voilà, donc nous on contribue aussi à cet effort de définition, mais dans une vision élargie. Et on propose le fait d'agir pour le développement d'une société informationnelle, puisque de toute façon, le numérique nous a fait rentrer dans une société informationnelle, pour reprendre un terme que nous avons emprunté à Francis Jutan, qui est autour de notre table. Donc, agir pour le développement d'une société informationnelle, mais inscrite dans les limites planétaires, qui sont un fait. Une société informationnelle qui soit équitable dans les efforts de sobriété demandés, et des efforts qui soient choisis par nous tous quant aux finalités des technologies numériques. C'est pour ça que nous avons adopté deux principes.
D'abord, le principe de suffisance numérique, c'est-à-dire une sobriété systémique sur toute la chaîne de valeur du numérique, et puis la co-responsabilité qui fait appel à notre capacité d'action collective pour qu'on puisse tous exercer notre responsabilité sur la trajectoire et les finalités du numérique. Donc ça se traduit avec le schéma suivant, où effectivement sur la partie gauche vous avez la suffisance numérique qui inclut bien sûr la suffisance au niveau du matériel et des logiciels, hein, l'équivalent du Clean IT, mais également une suffisance économique sans laquelle il ne peut pas y avoir une suffisance des usages. Et côté co-responsabilité, effectivement trois leviers qui sont essentiels pour qu'on soit tous responsables de l'évolution et de la transformation numérique. D'abord la culture. Il faut savoir coder et décoder le numérique, hein, savoir ce qu'il y a derrière, quels sont les modèles à l'œuvre, les jeux d'acteurs, les stratégies, de façon à pouvoir exercer son esprit critique et à partir de là, être en mesure de participer avec d'autres acteurs à la gouvernance de ce numérique. Alors ça peut se faire à différentes échelles, hein, à une échelle territoriale, à une échelle plus nationale, à l'échelle d'une entreprise. Et troisième levier, c'est cette question des imaginaires. Alors j'ai failli écrire vision politique plutôt que société informationnelle désirable, mais c'est l'idée du récit collectif positif qui peut nous amener justement à faire preuve à la fois de sobriété tout en utilisant le numérique pour ce qu'il peut nous apporter. Alors à la façon de l'économie du donut, hein, vous avez un plancher inclusion numérique et éthique, hein, ça c'est la base. Et puis vous avez le plafond des limites planétaires. Et au milieu, la datasphère, c'est-à-dire ce monde de données. Et ça nous paraît vraiment essentiel parce que la donnée, c'est le fluide qui fait fonctionner le système numérique. Et donc c'est cette donnée qu'il faut qu'on apprenne à manipuler, à partager, à mettre au service de certaines finalités pour pouvoir justement conduire et participer à la transformation du numérique. Alors, pour terminer ma présentation, donc quand le Rameau nous a proposé de participer à ce webinaire, on avait 3 mots-clés: IA, numérique responsable et territoire. Alors, la donnée, hein, c'est vraiment ce qui va relier les trois, parce que c'est un moteur de l'IA, la donnée, parce que la donnée, ça façonne les territoires. Regardez comment ça façonne notre mobilité là où on vit. Voilà, c'est le meilleur exemple que je peux vous donner. On remonte de la donnée, cette donnée, elle oriente la façon dont on s'organise dans les territoires. Hein. Il y a un effet circulaire et la donnée est le fluide du système numérique. Donc le risque, me semble-t-il, c'est d'apporter ce que le Rameau appelle le dernier kilomètre des solutions au premier kilomètre des besoins, avec des systèmes d'IA qui seraient conçus avec des données hors sol. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque de tendre vers une standardisation du monde et une dévitalisation des territoires? Alors, je pose ces questions, mais je tiens à préciser que je ne me situe pas dans le camp de la peur par rapport à l'intelligence artificielle. Simplement, je crois qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions. C'est en tout cas ce que j'essaye de faire. Et donc, le commun de données, ça peut être une autre voie possible pour développer une IA qui serve les besoins du territoire, parce que le commun de données, il va être à l'IA ce que les infrastructures sont au territoire. Un moyen pour relier les acteurs avec un intérêt commun, mais en tenant compte des spécificités territoriales et des préférences de chacun. Et j'avais pas eu le temps d'écouter la présentation de Cédric Villani, mais je retrouve ces 3 mots-clés: expérimentation, partage, c'est-à-dire confiance et données, et souveraineté. Voilà, merci. Merci beaucoup, Caroline. Donc, on va voir nous rendre accessible. C'est des données extrêmement complexes et qui impactent le quotidien de chacun. Alors, on a le plaisir d'accueillir Céline Fèvre, qui est directrice de mission à Sémaphore. Céline, je vous invite à nous dire finalement de quelle manière le service public et les territoires peuvent s'appuyer sur le numérique responsable.
Très bien, merci. Peut-être un tout petit mot sur le cabinet Sémaphore, au sein duquel je suis directrice de mission. Donc, c'est un cabinet de conseil et d'audit français de taille intermédiaire qui intervient à la fois au bénéfice des acteurs publics et privés, au bénéfice des directions générales, des directions ressources, des directions opérationnelles, mais aussi des organisations professionnelles et des représentants du personnel, sur 2 dimensions majeures, transformation organisationnelle et managériale et développement des ressources humaines, ce qui nous amène forcément à travailler sur la question du numérique, et puis conseil audit financier, expertise comptable. Mais on a vu en quoi la finance, et en particulier la finance durable, est impactée par les enjeux de transition. Petite information, j'ai jusqu'à maintenant fait ma carrière exclusivement dans le secteur public, fonction publique territoriale ou d'État, et c'est aussi la raison pour laquelle vous m'invitez à intervenir, en effet, pour m'exprimer sur la transformation du secteur public, et en particulier sur la question de savoir si le numérique responsable pourrait utilement outiller cette transformation, voire la guider. Je vous laisse passer à la slide suivante. Si on entend tout ce qui a pu être dit auparavant, et qu'on considère évidemment les transformations systémiques actuelles, la manière dont les 3 dimensions du numérique impactent nos organisations et nos modèles socio-économiques, pour ma part, j'ai la conviction, et ça a été un peu la manière dont j'ai toujours agi, qu'une stratégie numérique responsable qui inclut évidemment une stratégie des données et de l'intelligence artificielle, et Cédric Villani l'a exprimé ainsi, finalement, il faut appréhender le numérique dans sa globalité. Cette façon d'appréhender les choses peut répondre aux enjeux de transformation du service public et des administrations. Je fais quand même un tout petit peu la différence, pour finalement résoudre ce que j'appelle la nouvelle équation territoriale et managériale. Donc finalement, la vision qui est la mienne, c'est celle d'un territoire organisé comme une plateforme, prenant appui sur un écosystème territorial. J'y reviendrai avec la slide suivante après, considérant 2 enjeux majeurs. Le premier, notre capacité individuelle et collective à organiser les modalités de mise en partage des ressources. Et puis le deuxième enjeu qui est notre capacité à proposer une gouvernance collaborative. Alors, sur la mise en partage des ressources, moi je pense qu'on est à un moment où il faut absolument organiser le passage à l'échelle et gagner aussi en capacité d'échelle. Je ne suis plus du tout convaincue que chaque collectivité, chaque administration, chaque entité publique peut développer son propre système d'information au regard des problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Je crois à la nécessité, mais c'est porté au niveau national, mais il faudrait que ça le soit encore plus, à la nécessité de mettre en place une infrastructure socle, commune, considérant les enjeux de sécurité, d'interopérabilité, d'accessibilité. Il y a des référentiels pour ça. Il y a une direction interministérielle, il y a une agence nationale de sécurité des systèmes d'information, il y a l'IGN par ailleurs. Et puis, cette infrastructure socle, elle serait aussi porteuse de services communs transverses. Alors, on pense évidemment à l'identité numérique, mais pas que. Et tous ces services, ce socle, sera utilisé par toutes les administrations. Évidemment, pour alimenter ces systèmes d'information et ces systèmes d'intelligence artificielle, Carolina Lazar l'a dit, il faut des données, et l'enjeu, il est de taille. C'est un véritable défi relatif à notre capacité à produire, acquérir, analyser et à exploiter des données massives, pour pouvoir les intégrer dans ces systèmes d'information et ces systèmes d'intelligence artificielle. Et évidemment, ça rejoint d'autres défis d'ordre réglementaire éthique qui ont été au cœur des débats qui ont animé l'adoption de l'IA Act, mais aussi du Data Act ou du Data Governance Act. Par ailleurs, on a des enjeux, et ça a aussi été dit par Cédric Villani et Caroline, des enjeux liés aux compétences. Il faut mutualiser nos compétences. On est face à des problèmes de recrutement,
on doit travailler collectivement sur une gestion des emplois et des parcours professionnels, et c'est pas à l'échelle d'une commune ou d'une communauté de communes ou d'un département que ça doit se faire, c'est à des échelles beaucoup plus vastes parce qu'on est tous confrontés aux mêmes problématiques. On a des enjeux liés à des investissements dans une approche pluriannuelle, mais on a aussi des enjeux liés à consolider des budgets de fonctionnement parce que les modèles économiques des plateformes nous amènent aussi à devoir mobiliser ce type de budget et évidemment, à plus nombreux, on sera beaucoup plus intelligent pour répondre à ces questions-là. Et pour moi, ça répond au faire alliance, ça répond finalement au partenariat, aux logiques de partenariat pour répondre à des objectifs communs et notamment au travers la mise en place d'une gouvernance collaborative qui doit être porteuse des transitions, de la mesure de l'impact, je l'illustrerai tout à l'heure, porteuse des approches par l'éco-bénéfice et porteuse d'évolution des normes sociales. Je crois que Caroline l'a un peu évoqué. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que notre incapacité individuelle et collective à modifier nos modes de consommation et de production est liée en fait à un contrat social qui est un peu déséquilibré, inéquitable, et probablement qu'il faut reconsidérer nos normes sociales, et c'est par ces approches collaboratives, par des approches hybrides, des approches pluridisciplinaires qu'on pourrait probablement y répondre. Et puis évidemment, derrière tous les enjeux du numérique, il y a l'adoption de nouveaux process, de nouveaux rôles, de nouvelles responsabilités et de nouveaux modes de management. Mais ça ne se fait pas à un instant T. En fait, la plus grande difficulté qu'on a, c'est que les choses évoluent, mais à une vitesse assez folle, en fait. Tous les jours, on apprend de nouvelles choses et en fait, on est de plus en plus incompétent, si je puis dire. Et donc, en fait, on doit être dans une approche d'amélioration continue perpétuelle. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment miser sur le collectif, le collaboratif et la mutualisation. Et en fait, mettre notre énergie là où on aura le plus d'impact. Je vous laisse passer à la slide suivante. Alors, pour illustrer mes propos, je vais revenir sur l'expérience qui a été la mienne à la région Bretagne. Je ne suis évidemment plus légitime pour parler au nom de la Bretagne, hein, je le précise. Pour autant, j'ai initié un certain nombre de choses et je crois que mon précédent ne m'en voudra pas. En fait, la vision que j'ai portée et qui a été développée, qui est en cours de déploiement sur certains sujets, c'est cette logique de territoire plateforme pour répondre à cette nouvelle équation territoriale, faisant différents constats qui sont les suivants: un manque de lisibilité et de visibilité consolidée des services et des aides publiques à l'échelle du territoire, une organisation administrative en silo et structurée par compétences telles que la loi nous les octroie évidemment, et non selon les besoins et les parcours des usagers. Et puis finalement, l'impact d'un numérique absolument pas responsable sur un certain nombre de dimensions, mais notamment sur le fait de multiplier les points d'entrée pour les usagers, autant de portails, de sites, de plateformes que de services. Et finalement, un marketing territorial qui devient complètement illisible. Donc c'est voilà ce qu'on appelle souvent le millefeuille administratif. Et donc pour répondre à ça, on a souhaité en Bretagne dépasser justement cette organisation administrative en silo pour développer une offre de services numériques fondée sur l'expérience usagée et donc exploiter les potentiels du numérique et en particulier les données, la production d'algorithmes pour concevoir des services personnalisés. Alors, il se trouve qu'on a été beaucoup aidé par la loi 3DS hein, qui a consacré cette capacité des administrations à faire preuve de proactivité et à s'échanger des données. Et donc, ça a été aussi consacré par le décret du 11 mai dernier. Et donc, à l'appui de ça, on a pu développer un compte numérique citoyen, ce que là j'appelle la gestion fédérée des identités citoyens, qui permet l'accès à tous les services publics grâce à un seul identifiant mot de passe et l'association du compte à France Connect pour bénéficier d'un compte unifié et multiprofil qui facilite de manière automatisée la remontée de données grâce aux API France Connectée. Et finalement, grâce à ça, on est dans une approche proactive, on lutte contre le non-recours et donc on s'adresse aux citoyens
sans l'amener à devoir comprendre comment l'organisation administrative se structure. Ce qui n'empêche pas que chaque collectivité, évidemment, reste compétente. Et puis, pour rebondir sur ce qu'a dit Caroline, l'objectif, bien sûr, c'est pour faire matcher les attributs de données des usagers avec les attributs relatifs aux services publics, aux aides publiques, des moteurs, un moteur de recherche ou de recommandation permet d'associer ces besoins et en fait, ce moteur de recommandation est alimenté par des données qu'on peut structurer à l'appui de communs de données. Vous envoyez des exemples et je vais m'attarder 2 secondes sur le commun de données relatif aux données d'achat, puisque au-delà de produire des services publics, de répondre à des besoins d'usagers en matière d'aide financière, par exemple. L'objectif, c'est de pouvoir piloter en quasi-temps réel nos politiques publiques. Et j'illustre mes propos à l'appui de la politique d'achat, et en particulier l'achat de denrées alimentaires en restauration collective, qui est également porté par la loi Egalim. Un certain nombre d'objectifs nous sont fixés. La question par rapport à tous ces objectifs qu'on intègre dans nos plans, dans nos schémas, dans tout ce qu'on veut, c'est d'où partons-nous, où en sommes-nous et où allons-nous. Généralement, on n'est pas tellement fort pour répondre à cette question-là. Et donc, l'objectif a été de déployer un système d'information au bénéfice de tous les lycées bretons compétents pour acheter les données de denrées alimentaires, de définir les indicateurs qui allaient bien et d'organiser la remontée automatisée de ces données pour calculer les indicateurs et donner à voir l'atteinte des objectifs de la loi Egalim et d'autres objectifs que la région Bretagne s'est fixés. Vous pouvez accéder à l'ensemble de ces données sur l'Observatoire des données de l'achat public de la région Bretagne. Donc, on voit que l'enjeu, c'est aussi le numérique, les données, au bénéfice de la transition écologique. Et on pourrait multiplier, en fait, ces exemples sur l'ensemble des politiques publiques que l'on doit mener au regard aussi des objectifs que le plan de planification écologique nous impose en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par exemple. J'en termine avec la dernière slide qui finalement ira dans le même sens que Caroline Alazard pour dire que ce sujet, que la conception de cette organisation territoriale n'est pas un sujet technique en fait, c'est un sujet éminemment politique. Parce que ce n'est pas rien en fait de concevoir l'organisation territoriale de cette manière ou d'imaginer une autre façon de produire et de délivrer les services publics. Le numérique finalement n'est qu'un outil, un moyen. Et en fait, quand on travaille sur ce genre de projet, on est amené à se poser les différentes questions que vous voyez posées là, qui ont trait aux principes de conditionnalité, de subsidiarité, de différenciation, de proximité, de participation. Évidemment, on n'est pas obligé d'y répondre de la même manière en fonction des territoires, en fonction des parties prenantes qui sont associées, en fonction de si on est dans un environnement public-public, public-privé, etc., etc. Pour autant, quand on conduit des projets de cette nature, c'est à toutes ces questions et probablement à plein d'autres qu'on doit répondre. Voilà ce que je vous proposais de vous dire. Merci beaucoup, Céline, pour cet éclairage très intéressant. Alors, on poursuit notre voyage dans la boussole en cheminant. Vous avez mentionné l'hygiène et donc le plaisir d'accueillir à présent Emmanuelle Roux, qui est conseillère de la direction générale de cet institut et qui est également présidente de la société Chaudron.io. Emmanuelle, pourriez-vous nous dire finalement pourquoi créer un jumeau numérique facilite l'action publique? La parole est à vous. Oui, très bien. Et bonjour à tous. Un grand merci tout d'abord pour cette invitation et pour cette très belle invitation. Et effectivement, je suis donc conseillère du directeur général Sébastien Soriano de l'Institut national des données géographiques et forestières depuis très peu de temps, pour tout vous dire, puisque voilà, un poste que j'ai pris il y a 1 mois et demi à peu près, donc très récemment. Déjà peut-être quelques mots effectivement qui vont résonner avec ce que vient de dire Céline Fèvre. La signature de l'hygiène, c'est changer d'échelle. Effectivement, et changer d'échelle, c'est absolument essentiel.
de sorte à pouvoir apporter des solutions robustes, de sorte à pouvoir construire un socle commun à tous, de sorte à pouvoir mutualiser des efforts, de sorte à pouvoir aussi converger ensemble vers une réponse aux grands défis qui nous attendent et aux grands défis que nous avons devant nous. Et donc, depuis que Sébastien Soriano est devenu directeur de l'IGN, il y a environ 2 ans et demi, donc bien avant que je ne rejoigne, l'IGN a fait de grands mouvements en ce sens, et y compris avec une vraie politique, et c'est pour ça que j'ai un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, d'agir en commun. Agir en commun, nous on dit agir en commando. Pour tout vous dire, oui, j'ai des stickers, je peux pas vous le donner là, mais sinon on a des stickers comme ça, oui. Je pourrais vous en faire passer si vous voulez, quoi, oui, je pourrais vous faire passer les stickers, voilà. Et on est là et on a forgé, ils ont forgé avant que j'arrive, mais on a forgé une data alliance qui est un dispositif de l'IGN pour allier acteurs privés et acteurs publics ensemble pour construire ensemble des géos communs, c'est-à-dire des communs relatifs à la donnée géographique et géolocalisée. Voilà, donc pour vous donner un petit peu d'éléments de contexte, effectivement, quand on parle de l'IGN, souvent on pense les cartes, et les cartes on en fait aussi évidemment, les cartes c'est extrêmement important aussi, et on est ravis d'accompagner par exemple les randonneurs, le tourisme ou autres, mais on a eu aussi donc ces nouvelles pratiques peut-être aussi de produire ensemble et de créer ensemble. Le deuxième point, c'est peut-être simplement pour vous éclairer, je suis désolée, mais aussi je pense que c'est important de rentrer, avant de rentrer dans pourquoi un jumeau numérique. Eh bien, on a un fondamental, c'est qu'il faut imaginer que l'IGN a plus de 300 ans, hein, ça vient du dépôt de guerre, c'était initialement militaire, c'est devenu civil il y a maintenant 80 ans. Depuis pendant tout ce temps, l'IGN produisait une carte en moyenne en 50 ans, parce que je peux vous dire que cartographier triangle par triangle toute la France, en fait, c'est long et c'est un ensemble d'ailleurs de compétences, d'expertise que je découvre tous les jours en ce moment, de la géodésie, de l'altimétrie, de l'orthophotographie, etc., etc. Enfin, je peux dire que je suis loin d'avoir tout découvert, j'en suis très consciente encore. Dans ce contexte, en l'occurrence, l'enjeu du moment, c'est plutôt de décrire le territoire que de décrire l'évolution du territoire sous l'impact extrêmement fort de l'Anthropocène. Et de rendre lisible pour tous, de manière non réfutable, l'Anthropocène et comment notre environnement, nos territoires, le trait de côte du littoral par exemple, mais aussi l'état des forêts, le sujet de la biodiversité, le sujet évidemment de l'eau, etc., etc. Comment on rend lisible à tous et comment on remet la carte sur la table des Français, de sorte à pouvoir faire de la carte un outil de démocratie citoyenne, territoriale, et permettre à chacun de bien comprendre son territoire, d'où il vit où il vit et d'où on vit, excusez-moi. C'est un peu ça le sujet de l'IGN, et pour ça l'IGN, depuis maintenant quelques années, est devenu le cartographe de l'Anthropocène. Donc on est à la fois cartographe de l'Anthropocène et à la fois cartographe des services publics. On a deux axes. Et dans cette question de la cartographie de l'Anthropocène, l'enjeu majeur, c'est rendre lisible, de s'approprier l'Anthropocène, permettre d'évaluer, mais aussi permettre évidemment de simuler, de représenter, d'anticiper. Et là, c'est là qu'arrive un jumeau numérique. Un jumeau numérique de la France entière. Qu'est-ce que c'est? Vous l'avez très bien dit, hein, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, l'enjeu c'est comment est-ce qu'on capte les données, comment on les traite, comment on les stocke, comment on les met à disposition, comment on les rend utilisables. Alors c'est le cœur de métier de l'IGN. Il faut imaginer que l'IGN, avant tout, c'est ce que moi j'ai découvert en arrivant pour le coup, est une usine à données. Notre métier, c'est de produire de la donnée de référence qui permettent typiquement de maintenir des systèmes géolocalisés, de vous permettre d'avoir des points, c'est tout l'objet de la géodésie, hein, d'avoir des points de référence qui permettent, dans une Terre qui bouge en permanence, parce que l'atmosphère, les marées, les plaques tectoniques, excusez-moi, comment est-ce qu'on a encore, pourtant tous, des coordonnées géographiques qui ne bougent pas et on se dit pas tous les jours, tiens, j'ai bougé. Donc tout ça, c'est parce qu'il y a des gens qui produisent des données de référence,
thématisées et des données de référence. Par exemple, l'un des métiers de l'hygiène, c'est de faire l'inventaire forestier. Quel est l'état des forêts aujourd'hui et avoir des gens, c'est 1500 personnes d'hygiène tout de même aujourd'hui, qui vont dans les forêts faire des placettes, récupérer des informations sur les arbres, l'état de santé, leur taille, leur croissance, leur mortalité. Et donc, il faut capter. Et c'est tout l'enjeu, et je rejoins ce que disait Céline, que ça pose quand même des questions aussi de financement, puisque nous sommes en open data. Il faut dire que toutes les données que nous versons, que nous récoltons au titre de la République, nous les remettons bien entendu en tant que bien public à l'usage, à la libre usage de tous. Voilà, donc c'était juste pour introduire un peu ces sujets-là. Et dans ce contexte, effectivement, l'enjeu qui est devant nous pour 2024-2026, c'est de construire ce grand jumeau numérique qui va permettre de différentes choses en fait. Le jumeau numérique, c'est d'abord une nécessité d'être en appui aux politiques publiques. Comment permettre, dans un contexte d'évolution législative extrêmement forte, autour, par exemple, de la loi zéro artificialisation nette, ou encore de la loi autour du débroussaillage, les obligations légales de débroussaillage, ou encore autour de la question des conflits d'usage d'eau, ou de la biodiversité, de la nécessité de faire de la prévention face aux incendies, par exemple, ou encore face aux inondations. Comment nos élus et les autres acteurs territoriaux, mais je pense particulièrement aux élus, peuvent encore décider et essayer de comprendre comment ces lois se percutent. Parfois, ce sont des injonctions contradictoires quand vous essayez de les mettre en œuvre. Moi, j'ai la grande chance de vivre une partie de l'année à la Chaise-le-Vicomte en Vendée, vous voyez, donc je connais assez bien le sujet de l'ancrage territorial pour le coup. Et je veux dire que j'imagine mon maire de la Chaise-le-Vicomte et je me dis que ça doit pas être simple tous les jours pour lui. Et donc, le jumeau numérique, c'est effectivement mettre à disposition un outil de simulation et d'anticipation pour tous. Comment est-ce qu'on peut jouer des scénarios? Donc, on capte la France entière avec un lidar HD en l'occurrence. Donc, on fait voler des avions qui viennent capter avec un lidar HD l'ensemble de la France. Un lidar HD, c'est une technologie qui vous permet de faire de la captation en 3D extrêmement précise, puisqu'on est à 10 points par mètre carré. Si je pense pas dire de bêtises, il me semble que c'est bien ça la densité. Et donc, eh bien, comment sur cette action de lidar, pour le coup, on va capter effectivement la taille des canopées, les immeubles, les fermes, les routes, les étangs, les lacs, etc., le littoral, bien sûr, les montagnes, les glaciers, ce que vous voulez. Et comment, à travers la mise à disposition de tous de ce jumeau, on est capable effectivement de permettre de simuler les scénarios, de faire des choix, de se rendre compte de si je fais tel choix aujourd'hui, ça donne quoi demain sur mon cours d'eau, sur ma forêt, sur ma zone de biodiversité, sur mon aménagement territorial, etc. Évidemment, on ne peut pas le faire seul. Je vous ai parlé du lidar HD, c'est l'une des actions que nous faisons, mais dans ce jumeau, l'objectif, c'est bien d'abord de créer effectivement un socle technologique et un socle technique de données et de services mutualisés qui va permettre à chacun de venir déverser ces données dedans et donc qu'on capitalise ensemble sur toutes les données qui sont produites. Et on invite d'ailleurs le jumeau à démarrer puisque nous sommes en pleine bascule en ce moment du géoportail vers la géoplateforme. Et la géoplateforme de l'hygiène permettra à chacun de déposer des données, de sorte déjà à créer des cartes mutualisées et avec des boucles de rétroaction fortes. Donc voilà, on a effectivement ce sujet de créer un socle technologique qui va permettre à chacun de venir déposer des données. Et chacun pouvant être, évidemment, on y invite fortement les acteurs du privé aussi, avec qui on a absolument besoin de faire d'alliance. On peut penser aux grands énergéticiens, par exemple. On vient de publier le portail des énergies renouvelables, qui permet aujourd'hui déjà aux maires de pouvoir, grâce à l'hygiène, anticiper les zones ou simuler des zones d'accélération. Donc voilà, le deuxième grand sujet, évidemment, c'est de créer des cas d'usage thématiques, testés très localement, généralisés après géographiquement vers le socle. Donc on est très preneur de toute personne qui voudrait en savoir plus et vouloir dialoguer sur comment est-ce qu'on trouve des cas d'usage locaux qui font sens et qui peuvent devenir des vrais exemples pour d'autres territoires
Voilà, donc et puis un programme de travail en recherche évidemment, puisque l'IGN c'est aussi l'ENSG qui est l'École nationale de sciences géographiques dont nous sommes effectivement, on va dire l'institut, le pilote, je sais pas comment dire pour tout vous dire, je me rends compte, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. C'est un ensemble de l'hygiène, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Et donc avec des labos de recherche, et c'est la grande force, je pense, de l'hygiène, d'aller du labo de recherche jusqu'à la mise à disposition des flux de manière très opérationnelle et même des services numériques par-dessus, puisque nous faisons typiquement le portail de l'énergie renouvelable. Et je vais m'arrêter là, au cas où il y aurait quelques questions après, mais en tout cas, sachez que c'est un cas d'usage extrêmement fort de comment est-ce qu'on met la donnée au service de la planification écologique et des transitions que nous avons à conduire au cœur des territoires. Et je vous avouerai que quand Sébastien Serrano a eu la gentillesse et la sympathie de m'appeler pour me proposer de le rejoindre, data, transition et transformation écologique, on peut pas être plus au cœur, je crois, qu'ici. Et on est ravis de pouvoir mettre le numérique au service effectivement de ces grands enjeux de manière collaborative, commune et au service de tous et surtout par tous, c'est-à-dire que c'est avec vous que ça peut se construire. Donc on est très ouvert à toute coopération, sachez-le, n'hésitez pas à nous contacter. Merci Emmanuel pour cet éclairage passionnant qui nous fait replonger 300 ans en arrière et qui montre que finalement la force d'institutions qui arrivent à se réinventer. Pour conclure le regard bienvenu de la recherche, j'ai le plaisir d'accueillir Francis Jutan, personnalité qualifiée de la chaire Économie des communs de la donnée d'Institut Mines Télécom, qui est coordonnée par Numérique. Francis, pouvez-vous nous dire finalement quels sont les enjeux et les rôles des acteurs dans cette économie des communs de données? Oui, donc je vais revenir sur effectivement les communs de données, en commençant par le fait qu'effectivement, aujourd'hui, on a une société, on produit beaucoup de contenu, d'images, de textes, de sons et de contenus divers, et on observe aussi on a aussi beaucoup de traces d'usage, des automatismes de production, et puis de traces d'usage de l'usage des services par les personnes. Donc, à partir de là, on a effectivement une mine d'informations qui vont nous permettre de créer des connaissances, de créer des modèles de comportement, ou de créer des jumeaux par exemple, et aussi d'organiser et de piloter des processus qui ne sont pas du tout des processus de production d'informations. Donc on a effectivement un potentiel de valeur et le problème est de mobiliser ce potentiel de valeur. Alors, on peut le faire individuellement, personnellement dans sa société, mais on a aussi beaucoup plus d'efficacité quand on assemble des données venant de plusieurs horizons, quand on va coopérer autour de ces données. Pour faire un petit peu d'histoire rapide, au début, on a eu l'open source dans le domaine de la coopération, où on a créé de façon collective des logiciels, et tout ça parce qu'on pouvait imaginer des usages non rivaux de ce logiciel, c'est-à-dire le fait que je l'utilise moi n'empêche pas que d'autres l'utilisent, et c'était un moteur puissant pour se mettre ensemble pour créer ces logiciels complexes. Donc on prenait le contre-pied des modèles de propriété. Ensuite est venue sur cette idée du l'open, de l'ouverture, les données publiques, avec donc un mouvement disant bien si la production de certaines données sont financées par des fonds publics ou produits par des acteurs publics, eh bien il faut ouvrir ces données. Et c'était un mouvement tout à fait intéressant, mais on s'est rendu compte aussi que le nombre de données, parmi les données potentielles, le nombre de données qui étaient mobilisables du fait de ces données publiques ouvertes était relativement faible. Et que en cette matière, si on voulait aller au-delà, il fallait effectivement aller s'attaquer à la mine de toutes les données qui n'étaient pas publiques, et aussi ne pas faire preuve de naïveté, au sens que partager des données, c'est pas si simple que ça. Et l'expérience des data space qui est faite à la fois au niveau français et au niveau européen le montre. Tous les gars du monde peuvent essayer de mettre des données ensemble, mais de là à les utiliser de façon partagée, c'est pas aussi simple que ça. Donc, du coup, on a une réflexion, on s'est rencontré avec Caroline, et on
on s'est dit, bien, il faut effectivement faire quelque chose. Caroline était partie sur une économie circulaire des données, ce qui avait du sens. Et puis, on est arrivé, après discussion avec les partenaires, à la création d'une chaire sur l'économie des communs de données. Alors, pourquoi il ne faut-il pas être naïf en la matière? Ben, tout d'abord parce que, en amont du partage, il y a les données et l'usage de ce qu'on va en faire n'est pas aussi non rival que ça, puisque les données, elles ont un potentiel d'information, notamment sur la façon dont une entreprise fonctionne, la façon dont la stratégie de l'entreprise peut se faire, et aussi l'échange des données, ça travaille aussi à l'intérieur d'une entreprise, la façon, parce qu'il n'est déjà pas facile de partager les données à l'intérieur d'une entreprise. Donc, ça impacte sur la gouvernance des entreprises, sur sa stratégie. Donc, pour arriver à ce que des entreprises différentes partagent des données, il faut créer ce qu'on appelle, ou ce que Caroline a appelé, une communauté d'intérêt. Et c'est une phase extrêmement critique pour la création d'un commun de données, cette phase d'analyse de la communauté d'intérêt, quels vont être les impacts en interne, quel investissement va-t-il falloir que je fasse, quels vont être les retours que je veux avoir, hein, et est-ce que j'ai le droit de faire tout ça. Donc il y a cette phase-là qui est très importante. Ensuite, quand on se lance dans la création du commun de données, eh bien, il faut effectivement concrètement partager les données, les travailler, investir, hein, pour à partir de ces données produire de la valeur. Hein, donc, ça peut être investir sur les données elles-mêmes, le traitement, mais aussi investir sur des dispositifs techniques pour que les données produites puissent agir sur les processus, hein, qui va intéresser le commun de données. Et puis, on a le problème qui a été posé il y a déjà quelques années, hein, sur l'économie de la contribution. Comment j'investis dans la production commune et quel retour en ai-je, sachant que les valeurs peuvent être de nature très différente, celles produites. Elles peuvent être utilisables par tous les membres du commun, ou alors il faut procéder à des algorithmes de partage, hein, pour que chacun y retrouve son dû intérêt. Donc, une fois qu'on travaille actuellement aujourd'hui dans cette chaire sur les communs de données avec des partenaires comme la Société Générale, L'Oréal, Dassault Systèmes et Orange, vous voyez, des entreprises qui sont très différentes en objet et en nature, et on travaille avec Numérique et les chercheurs de l'IMT sur effectivement l'exploration de ces qui sont vraiment des goulots d'étranglement, qui sont à franchir, hein, quelque part, à organiser, à analyser, pour qu'on puisse effectivement franchir un pas dans l'utilisation, la mise en commun effective de données. Donc, le potentiel, tout le monde s'accorde à le dire qu'il y en a. La mise en œuvre, elle est beaucoup plus difficile. Donc, on a choisi de travailler tout d'abord dans cette recherche avec des entreprises, puisque c'est elles qui détiennent aussi une grande partie des données. Il y a d'autres acteurs comme les collectivités qui en détiennent aussi beaucoup ou qui ont organisé beaucoup. Et en fait, quand on regarde les problèmes sur lesquels on doit travailler, on va retrouver la même nature de problèmes avec simplement des attendus, des champs différents, hein, mais on va trouver la même nature des problèmes, que ce soit des entreprises qui coopèrent, des collectivités qui coopèrent entre elles, ou des ensembles où il y a entreprises et collectivités, privées, publiques. Donc, en poussant les recherches sur cette chaire, on sait qu'effectivement, on va pouvoir aussi contribuer à cette réflexion sur l'ensemble. Donc, comme c'était un peu long pour conclure, je dirais, moi, ce qui me frappe, d'ailleurs, les trois exposés étaient très enrichissants. Ce qui me frappe, quand on regarde la société aujourd'hui, on va avoir un besoin colossal d'investissement. C'est par là que Charles Benoît aussi a terminé un moment sur les investissements. Alors, que ce soit dans le domaine de l'énergie, de la lutte, de l'adaptation climatique, de le numérique, de l'absorption du numérique, de l'intégration du numérique, on a besoin d'investissements colossaux aujourd'hui. Ces investissements, ils peuvent être des investissements matériels, hein, et il faut les faire. Il faut adapter le réseau de gaz, il faut adapter notre réseau électrique, etc. Ce sont des investissements matériels, mais il faut aussi faire énormément d'investissements intellectuels, ne serait-ce que d'ailleurs pour l'efficacité des investissements matériels, et puis parce qu'il faut mettre beaucoup d'intelligence
pour qu'on puisse faire face au mur d'investissement auquel on doit faire face aujourd'hui. Et ça, on avait écrit un certain nombre, il y a 10 ans, un livre qui s'appelait La métamorphose numérique, et le sous-titre de ce livre était pour une société de la connaissance et de la coopération. Et aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment en face de cela, pour que, en retenant quelques mots, il y avait tellement de choses, j'en retiendrai que quelques-unes, je pense que aujourd'hui, effectivement, il faut arriver à une forme de nouveau contrat social. Et si on n'arrive pas à ce contrat social, on va y arriver par la contrainte et la force. Puisqu'on a un tas de lois qui nous empêchent de faire ci, qui nous empêchent de faire ça, toujours pour de bonnes raisons. Et avec l'approche de la loi aujourd'hui, c'est pour tout le monde pareil, etc. Bon, si on veut éviter cette juxtaposition de lois qui, comme les ODD, peuvent être contradictoires au bout d'un moment, eh bien, il faut effectivement qu'on travaille à ce nouveau contrat social. Et dans ce contrat social, il y a une dimension territoriale qui est évidemment importante. Voilà, je vous remercie pour essayer de laisser un peu de place aux questions. Merci beaucoup Francis pour cet éclairage passionnant. Peut-être un mot à l'attention de tous nos participants. Avec ce webinaire, vous avez déjà un socle très passionnant d'échanges que vous pouvez volontiers approfondir. On vous invite chaleureusement à, si ce n'est pas encore fait, à vous inscrire pour recevoir le jeudi de l'ODD 17, puisque avant 17h, le prochain intégrera un lien vers le bulletin de veille d'innovation sociétale de ce mois, avec 3 des intervenants, donc Cédric Villani, Francis Juton et Caroline Lazare, qui partagent leur expertise sur ce sujet, et un rebond avec une actualité mentionnée par Céline Fèvre sur le contexte très structurant européen de réglementation dans le domaine de l'intelligence artificielle. Dernier temps d'échange important qui est celui de l'outil. Pour en parler, j'invite notre directrice de la recherche, Élodie Julien, à vous présenter des actualités et des outils à votre service. Merci Yann et bonjour à tous. Alors, comme les différents témoignages que l'on a entendus, l'année 2023 a été riche à la fois en actualité, mais aussi en outils, puisque dès le démarrage de 2023, on a souhaité mettre en évidence les différents impacts des alliances, que ce soit en termes de performance, d'innovation et de confiance, au travers de 2 cahiers de recherche avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. Et donc aujourd'hui, précisément, avec l'Institut, nous publions le 3e cahier de recherche qui s'appelle ODD 17, économie et territoire au pluriel, où vous verrez qu'on met les liens qui existent entre les projets de territoire et la diversité des modèles socio-économiques qui permettent de mettre en œuvre justement ces projets de territoire. Donc on explique dans ce cahier la capacité d'innovation qu'ont les territoires pour inventer, réinventer des modèles de développement inclusif et durable. Ce cahier de recherche, il est publié aujourd'hui même. Vous pouvez y accéder à la fois sur le site de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, mais aussi sur notre blog. Et puis, pour mettre en œuvre, en fait, finalement, cette capacité collective d'innovation, il faut aussi outiller chacun des acteurs. Et on publie aujourd'hui également la fiche pratique dont vous voyez le titre, définir son parcours d'usage de la boussole ODD 17. Et c'est une démarche, un ensemble de ressources et outils qui vous permettent de construire votre parcours sur le Faire Alliance. Et cette fiche est également disponible sur la plateforme odd17.org. Alors, on est sur un programme modèle socio-économique, Yann en parlait en introduction, un programme qui a vocation à développer la pédagogie sur les modèles socio-économiques. Ce programme, on le copilote avec la JEBVA et il y a quatre chantiers qu'on a voulu développer tout au long de l'année. Un sur l'animation du savoir, le partage des connaissances sur les modèles socio-économiques. Un autre sur la capitalisation des pratiques et l'accès à cette capitalisation. La cartographie des parcours d'usage et enfin la mobilisation des investisseurs sociétaux. Alors très concrètement en 2023, s'agissant de l'animation, on a eu 3 rythmes d'animation, une animation annuelle puisque comme chaque année, on a un dossier spécial modèle socio-économique dans Juris Association qui est publié chaque mois de juillet, une animation mensuelle avec les webinaires, notamment celui-ci, et une animation régulière grâce aux informations que l'on retrouve sur la vitrine Alliance et Territoire du site association.gouv. S'agissant de la capitalisation, on a lancé le 18 octobre en présence de la ministre Prisca Thévenot la nouvelle plateforme Trajectoire socio-économique qui partage la diversité des méthodes et des outils sur modèle socio-économique qui existent déjà depuis une dizaine d'années.
Sur la question des parcours, nous avons à la fois analysé les besoins et on est venu compléter aussi tous les outils qui existent avec 2 modules complémentaires, un vers les gouvernances et comment on les sensibilise à la question des modèles socio-économiques pour que ces gouvernances-là puissent impulser en interne des démarches modèles socio-économiques, et un parcours pédagogique vis-à-vis des équipes terrain pour leur permettre de s'approprier les concepts liés au modèle socio-économique. Et enfin, qui dit modèle socio-économique dit quand même investisseurs sociétaux, et on a également un chantier qui nous a permis de développer, de continuer des expérimentations avec ces investisseurs sociétaux, dont notamment le fonds ODD 17. Donc voilà un bilan qui est très riche et qui nous permet d'aborder 2024 en étant très ambitieux, puisque comme toujours dans la même philosophie depuis 2019, c'est comment on va permettre de développer la pédagogie sur ces modèles socio-économiques. On a 5 chantiers 2024, 2 qui sont assez opérationnels, qui sont dans la continuité de ce qu'on a vécu jusque-là, avec toujours le cycle webinaire mensuel que l'on retrouvera en 2024, mais avec des évolutions, et on ne vous dit pas tout, mais à vous de nous retrouver en janvier prochain. Également des publications avec une surprise également, et là il faudra attendre le mois d'octobre parce que ça sera une publication au FNAF du mois d'octobre 2024, et 3 chantiers plus structurels avec les chantiers vers la gouvernance, sur la question des compétences, un des enjeux qui a été déjà abordé aujourd'hui, mais là c'est bien sur la question des modèles socio-économiques, et toujours le chantier investissement, notamment comment on implique plus globalement les investissements sociétaux sur le développement des modèles socio-économiques et des compétences. Voilà. Donc 2024, un programme bien ambitieux que vous retrouverez tout au long de l'année prochaine, et on vous dit à très vite. Merci Elodie pour ce panorama synthétique et ces teasings. Je pense que certains d'entre vous ont déjà retenu certaines dates à leurs agendas. Alors, vous l'annoncez, donc prochain webinaire le 3e jeudi du mois en 2024. Rendez-vous le 18 janvier pour discuter de l'ODD 16 qui porte sur la paix, la justice et les institutions efficaces, avec à la fois un bilan 2023 et des perspectives 2024. Un programme passionnant qui sera animé en partenariat avec IDN et l'Institut Open Diplomacy. Un très grand merci à toutes et à tous pour votre attention, et un merci bien particulier à chacune et chacun des intervenants qui ont fait le plaisir de nous transmettre leurs connaissances et leurs expériences précieuses sur ces sujets du numérique responsable. Très bonne fête de fin d'année à tous et à l'année prochaine.